Pour répondre à la question est-ce que l'hydroxychloroquine est efficace pour traiter la Covid-19, il faut avoir une vision globale de l'ensemble des études et ne pas s'arrêter sur une seule étude. Toutes les études ne se valent pas en termes de méthodologie, de type d'étude ainsi que de biais. On va privilégier ainsi un essai randomisé contrôlé. C'est une étude d'intervention où on va comparer deux groupes, un groupe contrôle qui va recevoir les soins standards versus un groupe traitement qui recevra l'hydroxychloroquine. Et l'attribution du traitement se fera de manière aléatoire. C'est ce qu'on appelle la randomisation. Cette randomisation permet d'assurer une bonne comparabilité initiale entre les deux groupes. Si possible, on attribuera également en double aveugle le traitement, c'est-à-dire que les patients et les médecins ne sauront pas quel traitement ils attribuent ou ils reçoivent. Ça permet d'assurer la comparabilité entre les deux groupes au cours de l'essai clinique. Donc ces essais randomisés contrôlés sont le gold standard en médecine pour prouver l'efficacité d'un traitement ainsi que son innocuité, mais ce n'est pas toujours possible de mettre en place ces études d'intervention. Donc des fois on se tournera vers des études observationnelles qui ont un niveau de preuve plus faible. La principale différence entre un essai randomisé contrôlé et une étude d'intervention, c'est que si on retrouve dans l'étude d'intervention une association statistique entre le traitement et l'évolution de l'état de santé du patient, comme le décès, on ne pourra pas conclure à une association causale dans le cas d'une étude observationnelle, alors que dans le cas d'un essai randomisé, ce sera une association causale. Aujourd'hui, on est autour de 25 ou 26 articles sur l'hydroxychloroquine et la Covid-19. Si on se limite aux publications scientifiques dans les journaux à comité de lecture, c'est-à-dire qui ont été évalués par leurs pairs, et qu'on se limite également aux études avec un groupe comparatif, si on n'a pas de groupe comparatif, c'est impossible de conclure à l'efficacité du traitement. Si tous les patients reçoivent le traitement, on ne pourra pas savoir si l'évolution de la maladie sera uniquement attribuable à l'efficacité du traitement ou à d'autres facteurs non mesurés ou à l'évolution spontanée de la maladie, comme une guérison par le système immunitaire puisque c'est une maladie virale. En se limitant aux publications scientifiques, avec un groupe comparatif, on arrive à peu près à 11 articles. Sur ces 11 articles, on a 4 études d'intervention et 7 études d'observation. Dans ces études d'intervention, on retrouve l'étude du professeur Raoul, donc l'étude de Gautret, qui portait initialement sur 42 patients, mais qui a été réduit à 36 patients, puisqu'on a eu des patients qui ont été transférés dans les unités de soins intensifs, il y a eu un décès, il y a également quelqu'un qui a eu des effets indésirables. Donc on a eu 6 patients en moins dans le groupe traitement de l'hydroxychloroquine. C'est ce qu'on appelle un biais d'attrition. Dans cet essai, on n'a pas eu de randomisation, c'est-à-dire que les patients n'ont pas reçu de manière aléatoire soit le traitement, soit les soins standards. On avait également des patients du groupe traitement qui venaient des hôpitaux de Marseille et pour le groupe contrôle de d'autres hôpitaux de d'autres villes. On a donc une mauvaise comparabilité entre les deux groupes. C'est ce qu'on appelle le biais de sélection. Néanmoins, cette étude a montré un effet favorable sur l'hydroxychloroquine. On avait une proportion plus importante de personnes avec un test négatif à la PCR dans le groupe traitement par rapport au groupe contrôle. On a également une étude brésilienne qui, elle, portait sur la chloroquine et pas l'hydroxychloroquine. Et donc, elle a comparé une faible dose de chloroquine avec une dose plus élevée de chloroquine. Les auteurs ont constaté une mortalité plus élevée dans le groupe qui recevait la dose élevée de chloroquine. Il reste ensuite 2 essais randomisés contrôlés chinois qui ont conclu à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine, puisqu'il n'y avait pas de différence entre les deux groupes en termes de négativation de la PCR ou d'évolution des symptômes des patients. Si maintenant on s'intéresse aux études observationnelles, on va vite constater qu'il n'y a qu'une seule étude, celle de You, qui est favorable à l'hydroxychloroquine. Les autres études sont soit défavorables en termes d'effets indésirables cardiaques, comme des arythmies, l'allongement du QT, ou d'autres études vont conclure à l'inefficacité de l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire pas d'association entre le traitement et le risque de mortalité ou l'évolution des symptômes. C'est pourquoi le Haut Conseil de la santé publique a conclu qu'il n'y avait pas assez de preuves, pas de preuves pour conclure à l'efficacité de l'hydroxychloroquine pour prévenir ou soigner la Covid-19, quel que soit l'état de santé du patient. Pour le moment, on n'a pas encore d'études assez robustes et importantes
pour conclure dans un sens ou dans l'autre sur l'hydroxychloroquine. Donc pour évaluer l'efficacité d'un traitement, l'hydroxychloroquine ou en combinaison avec l'antibiotique, ça n'a pas vraiment de sens de compter le nombre d'études avec une conclusion favorable ou défavorable. C'est pas vraiment comme ça qu'on fait. On va plutôt s'intéresser au niveau de preuve de chacune des études et à leur biais. On peut également utiliser des méthodes statistiques un peu plus avancées, comme la méta-analyse, afin de quantifier un effet global du traitement en combinant les résultats individuels de chacune des études. C'est ce que je vais vous présenter là maintenant. Donc une méta-analyse est une sorte de synthèse entre différentes études sur une question de recherche. Ici, je vais m'intéresser entre les associations épidémiologiques entre le traitement hydroxychloroquine ou la combinaison hydroxychloroquine et azithromycine et le risque de mortalité. L'avantage de ce type d'analyse, c'est qu'on va combiner plusieurs études et augmenter le nombre de cas de décès dans cette analyse globale et le nombre de participants. On aura donc une puissance statistique plus importante pour détecter un effet traitement. On aura également une généralisation plus acceptable des résultats, du fait que l'on prend plusieurs études. Ici, je vais faire une méta-analyse sur des données résumées, c'est-à-dire en prenant les résultats de d'autres études. Je ne vais pas revenir à des données individuelles puisque les bases de données des différentes études ne sont pas ouvertes au public. J'ai recherché les publications scientifiques sur les moteurs de recherche PubMed et Web of Science. Je vais arriver à peu près une centaine de résultats en utilisant les mots-clés hydroxychloroquine, SARS-CoV-2, Covid-19, mortalité, trial. Ensuite, je suis également regardé les serveurs préprint. C'est des articles en pré-publication qui n'ont pas été évalués par des comités de lecture et qui ne sont pas publiés dans des journaux scientifiques. Mes critères d'inclusion des études dans cette méta-analyse étaient qu'il y ait une quantification de l'effet du traitement par rapport à la mortalité ou des données sur la mortalité, qu'on ait également un groupe contrôle comparatif qui n'a pas reçu l'hydroxychloroquine, que l'article soit en anglais, et que les cas de Covid-19 soient confirmés par RT-PCR au minimum. J'ai également exclu les articles de type commentaires, review et autres méta-analyses. Au final, en excluant les articles sur la chloroquine, je suis arrivé à 28 articles sur l'hydroxychloroquine et la Covid-19. J'ai ensuite exclu 7 articles parce qu'il n'y avait pas de groupe contrôle. J'ai également exclu 9 articles puisqu'on n'avait pas de données sur la mortalité. Et je suis donc arrivé à 12 articles sur l'hydroxychloroquine et 5 articles sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine par rapport à la mortalité. Dans ce tableau, je vous présente les 13 études incluses sur ces précédents critères que je vous ai présentés. On a 5 préprints, donc des publications qui ne sont pas évaluées par les pairs. On a également 4 publications dans des gros journaux biomédicaux, le JAMA, le BMJ, le NEJM et The Lancet. Et toutes ces études sont observationnelles, sauf celle de Gautret, celle du professeur Raoul, qui était un essai clinique, mais qui n'est pas randomisé. La moyenne d'âge est autour de 60-70 ans pour la plupart des études, et on a des études dans différents pays du monde. Dans ces études, on a des données sur la mortalité sur les patients, et dans pas mal d'études observationnelles, on va regarder de façon rétrospective les registres médicaux pour savoir qui a reçu l'hydroxychloroquine et qui ne l'a pas reçu, et on va comparer la fréquence de survenue des décès entre ces deux groupes. Cette différence de fréquence de survenue des décès entre les deux groupes sera quantifiée par un indicateur qu'on appelle le risque relatif ou RR. Le risque relatif, c'est un rapport entre la probabilité de survenue des décès dans le groupe traitement divisé par la probabilité de survenue des décès dans le groupe contrôle. Dans le préprint de Membrio, vous avez 27 décès dans le groupe traitement sur 123 personnes dans ce groupe et vous avez 21 décès sur 43 dans le groupe contrôle. Donc ça fait 22% divisé par 49% et on obtient un risque relatif de 0,45. Donc comment interpréter ce risque relatif? Si ce RR est supérieur à 1, on a un risque accru de décès associé au traitement. Si le RR est égal à 1, on n'a pas d'association. Et si le risque relatif est inférieur à 1, on a un risque diminué de décès associé au traitement. Comme c'est des études observationnelles, ce sont seulement des associations statistiques et non pas des associations causales. On calcule également un intervalle de confiance qui permet de savoir si ce n'est pas le fait du hasard
Ça correspond à un intervalle où on peut trouver la vraie valeur de notre estimation avec une marge de 5% d'erreur. On peut également prendre en compte la dynamique temporelle de survenue des décès en calculant ce qu'on appelle des hazard ratios, des HR, et le HR s'interprète de la même façon que les risques relatifs RR. Le HR est le rapport des risques instantanés dans le groupe traitement divisé par celui du groupe contrôle. Le risque instantané est le risque de décéder en fait. J'ai calculé avec le logiciel statistique R les risques relatifs pour les préprints de Membrio ainsi que l'étude de Gautret et le préprint de Barbosa, puisqu'ils n'ont pas calculé de risque relatif ni de hazard ratio, puisqu'ils n'ont pas fait de modélisation pour prendre en compte ce qu'on appelle des facteurs de confusion qui peuvent biaiser une association. Donc souvent, ça c'est des études de moins bonne qualité qui n'ont pas fait d'ajustement statistique ni de modélisation. Pour le reste des études, j'ai pris les résultats des publications avec les hazard ratios, les HR, les plus ajustés. Donc qui prenaient en compte par exemple les différences entre les deux groupes en termes d'âge, de sexe, de comorbidité. Les HR et les RR sont des estimations de l'effet du traitement. La méta-analyse va permettre de combiner ces effets sous forme d'une moyenne pondérée des HR et des RR pondérée par la variance de chacune des études. Et la variance est le reflet de la précision de l'étude. C'est ça qui va déterminer la largeur d'un intervalle de confiance dans une estimation. Et cette variance est du coup proportionnelle au nombre de sujets et au nombre d'événements. En général, les grosses études auront plus de poids. Dans ce tableau, chaque ligne correspond à une étude. Vous pouvez retrouver à droite son HR ou son RR ainsi que son intervalle de confiance, c'est-à-dire les bornes dans lesquelles se trouve la vraie valeur du HR. On a également tout à droite en pourcentage le poids de l'étude qui a été attribué dans la méta-analyse. Ici, j'ai choisi un modèle à effet aléatoire parce qu'on a une forte hétérogénéité entre les études. Le I carré qui représente l'hétérogénéité est de 78% et le test est significativement positif puisque la valeur P est inférieure à 5%. Ici, on va voir que le HR global, qui est en gras, est de 0,94. Mais on peut voir qu'il se trouve entre 0,65 et 1,36, c'est-à-dire que la valeur du 1 est contenue dans l'intervalle de confiance. On a donc un test pas significatif, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'association entre l'hydroxychloroquine et le risque de mortalité, c'est-à-dire que le traitement n'a pas d'effet sur le risque de mortalité. Les études qui ont des résultats positifs et statistiquement significatifs ont plus de chances d'être publiées. C'est ce qu'on appelle le biais de publication. La publication sélective a plusieurs causes. Les auteurs peuvent par exemple juger que leurs résultats sont sans intérêt. Les comités de lecture des journaux rejettent plus facilement des résultats non significatifs et négatifs. Ou par exemple les commanditaires des études, c'est-à-dire les financeurs des travaux, par exemple des entreprises pharmaceutiques, peuvent juger que la publication sera délétère puisque les résultats seraient peu favorables pour eux. Donc les commanditaires de l'étude, les financeurs de l'étude, par exemple une entreprise pharmaceutique, peut juger que la publication de résultats peu favorables sera délétère pour eux. Et donc on aura une absence de publication. On aura donc des publications manquantes. Un graphique en entonnoir, ce qu'on appelle un funnel plot, permet de juger du biais de publication. Ce graphique représente en axe des X, des abscisses, les HR ou les risques relatifs, et en Y, en axe des ordonnées, l'erreur standard qui est proportionnelle à la taille des études. C'est-à-dire que les plus grosses études sont plutôt en haut du graphique et les plus petites en bas. Et dans les zones en bleu, vous avez les HR significatifs, où donc là on a un effet du traitement. Un funnel plot symétrique va signifier que les biais de publication sont plutôt limités. Un funnel plot symétrique va laisser penser que les biais de publication sont limités, alors qu'à l'inverse, un funnel plot asymétrique va laisser penser le contraire. Mais des fois, ça peut également être dû à d'autres facteurs comme l'hétérogénéité entre les études inclus. Par exemple, dans notre cas, les études de Yu et Mera ressortent sans doute à cause de l'hétérogénéité, par les effectifs énormes pour l'étude de Mera dans The Lancet et pour l'étude de Yu, sans doute parce qu'on a une population de patients critiques et de petite taille. J'ai relancé une méta-analyse, mais cette fois-ci seulement avec les publications
dans les journaux à comité de lecture. Donc on a un peu moins d'études. Et on peut voir que le risque relatif poulet global est de 0,89 et l'intervalle de confiance comprend le 1, c'est-à-dire que ça peut avoir une valeur de risque relatif, ça peut avoir une valeur de risque relatif égale à 1. On a donc un effet non significatif de l'hydroxychloroquine sur le risque de mortalité. C'est cohérent avec ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans nos deux situations, avec ou sans les articles en préprint, on a une hétérogénéité assez importante de plus de 70%. La méta-analyse a pour but de quantifier un effet commun à toutes les études incluses. Cela suppose une homogénéité, c'est-à-dire que toutes les études étudient bien le même effet traitement. Afin de tester cette hypothèse, on utilise un test d'hétérogénéité, afin de voir si on a des études qui ne diffèrent pas trop des autres, en termes de population, de facteurs d'ajustement, de type d'études. Il convient ensuite de retrouver quelles sont les études qui apportent de l'hétérogénéité. On peut faire des tests d'inclusion et d'exclusion d'études et recalculer cette hétérogénéité qui doit être la plus faible possible. Ou sinon, si l'hétérogénéité est importante, on peut regarder ce qu'on appelle un modèle à effet aléatoire. Ce modèle va prendre en compte cette hétérogénéité et va modifier la façon dont sont pondérées les études. Donc du coup, j'ai fait des tests en retirant certaines études à partir du funnel plot et j'ai vu que par exemple l'étude de Mera et de Yu apportait beaucoup d'hétérogénéité. Si on retire les préprints et l'étude de Mera et de Yu, on a toujours les mêmes résultats qui disent que l'hydroxychloroquine n'a pas d'effet sur le risque de mortalité. Les HR ne sont pas significatifs à chaque fois, mais on a l'hétérogénéité qui diminue assez fortement. Si maintenant on s'intéresse à l'hydroxychloroquine plus azithromycine, on peut constater qu'en poulant les résultats, en les combinant, on a toujours un risque relatif qui n'est pas significatif, donc pas d'effet de l'hydroxychloroquine plus azithromycine sur le risque de décéder. Par contre, on a également une hétérogénéité assez importante. C'est reflété également par le fait que les intervalles de confiance sont vraiment très larges, entre 0,09 et 5,06. C'est vraiment très large et peu précis, sans doute lié au fait qu'on ait inclus des études de petite taille et du coup moins précises. En complément de cette méta-analyse, il faut également faire une analyse des biais de publication. Donc il y a des outils un peu spécifiques pour faire ça comme RobinE. Je publierai sans doute sur mon blog ou peut-être sur Twitter ou Facebook des analyses de biais de publication. Je n'ai pas encore terminé, mais pour le moment, les analyses de statistiques laissent penser qu'actuellement, on ne peut pas conclure à l'efficacité de l'hydroxychloroquine par rapport à une diminution du risque de mortalité. Le niveau de preuve est assez faible. Également, quand on s'intéresse justement à ces biais, on voit qu'il y a pas mal d'études qui comportent des biais de comparabilité entre les groupes. Certaines des études n'avaient pas des groupes comparables à l'inclusion. On peut remarquer ça dans le petit tableau là que je vous présente. On peut voir que pour certaines études, on avait des différences d'âge entre les groupes comparés à l'inclusion de l'étude, donc au début de l'étude. Également des différences dans les comorbidités, donc la présence de maladies cardiovasculaires, de cancer. Et du coup, quand on a des différences, ça peut être embêtant si ça n'a pas été pris en compte dans les analyses statistiques par ce qu'on appelle des ajustements. En conclusion, pour le moment, il faudra plutôt attendre les résultats de grands essais randomisés contrôlés, comme les essais Recovery, Discovery. Pour le moment, on n'a pas d'études assez robustes pour mettre en lumière ces incertitudes. J'espère que cette vidéo et ces analyses vous ont intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche ou à mon compte Twitter ou à ma page Facebook. Je publierai sans doute d'autres analyses sur mon blog quoidansmonassiette.fr. À bientôt.